Kenny? Sono i palazzi di Saddam, sono i ministeri, sono le sedi, il cuore del potere, il cuore del regime di Saddam. C'est la fin de cette édition spéciale d'Arte Info consacrée à la guerre en Irak. Naturellement, nous suivons pour vous le déroulement des opérations. À 23 h, Nathalie Georges vous présentera une nouvelle édition spéciale pour faire le point de la situation. Bonsoir. Schönen Abend. Tschüss, au revoir et bonne soirée. Dans un instant. Il a reçu l'Oscar des meilleurs effets spéciaux en 1969. 35 ans après, on le lui redonnerait sans doute. 2001, l'Odyssée de l'espace, à suivre. Avec la GMF, la page météo, c'est maintenant. Aujourd'hui, l'anticyclone Liliana s'est légèrement replié vers l'ouest. La France, l'Espagne et le nord de l'Italie ont encore largement profité d'un ciel sans nuages et d'un soleil radieux. Le printemps démarre demain et le soleil ne manquera pas ce rendez-vous. Il croisera quelques nuages inoffensifs des bords de la Loire à ceux de la Seine, mais baignera seul les plaines du Nord et les plages de la Baltique. Une petite surprise demain matin. Les brumes n'insisteront pas, mais quelques intrus flâneront au nord de l'Anjou et de la Champagne. Ils partiront ensuite vers le sud. Rassurez-vous, le soleil dominera quand même ce premier jour. Grand beau temps en Allemagne. Le brouillard se montrera bien un peu paresseux de la Rhénanie à la Bavière, mais il finira par céder place au soleil. Seuls quelques nuages isolés traverseront le ciel l'après-midi, poussés par un vent d'est faible à modéré. Le printemps n'empêchera pas les gelées nocturnes. Les minimales oscilleront entre 0 degré le long du Rhin et -3 près de l'Oder. Les maximales tenteront également de prolonger l'hiver. Il fera 6 petits degrés à Berlin et 13 à Baden-Baden. En France aussi, la nuit sera frisquette avec 0 degré à Tarbes ou Strasbourg et 6 à La Rochelle ou Montpellier. 11 degrés seront relevés dans le pays d'Auge l'après-midi, 15 à Paris et 18 dans le golfe du Lion. La belle Liliana s'occupera demain de l'ouest des îles britanniques à la péninsule ibérique et une collègue, Marion, viendra la seconder du sud de la Finlande à la Croatie. Quant à l'est, il n'en aura toujours pas fini avec le froid et les intempéries qui descendront vers la mer Noire et toucheront même la Turquie. Moscou retombera à -5 degrés et Bucarest à -1. Aberdeen affichera 14 et c'est à la Corogne qu'il fera le plus doux avec 19. Samedi, des nuages s'attarderont dans le sud-ouest de la France et en plus, ils apporteront des pluies. Mais ouf, le soleil ne fera pas fou bond dans le reste du pays. Dimanche, vous pouvez y aller. Promenades et pique-niques ne seront interrompus qu'éventuellement par quelques gouttes dans le Roussillon. Il fera 9 à 16 degrés. C'était la page météo avec la GMF Assurance et Services Financiers. Mardi. La guerre anéantie. Les questions restent en suspens. Que va-t-il se passer? Qu'adviendra-t-il de l'Irak après Saddam? Et des Kurdes et des minorités? Quel avenir pour le Moyen-Orient? De quoi je me mêle entre dans le vif des questions. Mardi, à 20h40.
Mercredi. Alex trouvait ça drôle. Très drôle même. Et puis, il a ouvert les yeux pour voir l'ultraviolence les yeux dans les yeux. Orange mécanique, une thérapie choc du docteur Kubrick, mercredi à 23h. Et pour en savoir plus sur ce programme, zappez du téléviseur directo sur Internet. Sa beauté nous invite à une rêverie cosmique qui passe les décennies et les galaxies. 2001, l'Odyssée de l'espace, tout de suite. Arte. Le monde à portée de main sur Arte, avec les imprimantes Stylus Photo Epson. Le monde à portée de main sur Arte, avec les imprimantes Stylus Photo Epson. Dans un instant. L'actualité nous oblige à déprogrammer nos émissions. Nous vous invitons à partager une émission spéciale de la rédaction de l'information dans un instant. Prochainement. I've seen it all. I have seen the trees. I have seen Dancer in the Dark de Lars von Trier. Prochainement sur Arte. the breeze. Dimanche. Les 4 saisons de Vivaldi, dimanche à 19h dans Maestro. Dimanche. On commence par attendre 9 mois. Et puis tout d'un coup, flouch, bébé est là. Et tout commence vraiment. Tout quoi? Chut. Laissons les jeunes parents à leur joie. Ils découvriront bien assez tôt. Devenir parents, dimanche à 20h45 dans Théma et avec Family. Et pour en savoir plus sur ce programme, zappez du téléviseur directo sur Internet. En raison de l'actualité, nous laissons maintenant la place à une émission spéciale de la rédaction de l'information. Arte. Bonsoir, guten Abend, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée exclusivement à la guerre contre l'Irak qui a été lancée tôt ce matin. En 25 minutes, nous ferons le point sur les derniers événements. L'opération baptisée Liberté de l'Irak se poursuit et s'intensifie ce soir. Nous en sommes donc au début de la véritable offensive après les premiers bombardements de la matinée. Car depuis la tombée de la nuit, les événements s'accélèrent à la fois à Bagdad avec de nouveaux raids aériens et dans le sud de l'Irak, à la frontière avec le Koweït, une frontière que les troupes terrestres américaines et britanniques ont franchie. Le point avec Claire Stéphan. Une explosion impressionnante.
Selon cette consoeur italienne qui assiste à la scène, il s'agirait de l'un des fameux palais présidentiels de Saddam. Cette fois, plus de doute, Iraq Freedom, l'opération Liberté de l'Irak, est entrée dans une phase plus agressive. Depuis 19h, Bagdad, la capitale irakienne, est soumise à d'intenses bombardements. Des bombardements qui auraient déjà endommagé au moins 3 bâtiments sur la rive gauche du Tigre. Comme à l'aube, les raids semblent prendre pour cible le cœur du régime Saddam Hussein. Des raids qui, selon Bagdad, auraient déjà tué 4 militaires irakiens et blessé 6 autres. Aucune nouvelle, en revanche, sur d'éventuelles victimes dans le cercle du Raïs. Sur les bâtiments de guerre américains qui croisent dans le golfe Persique, en mer Rouge et en Méditerranée, c'est l'effervescence. Les bombardiers sont rechargés et les tracts de propagande appelant les soldats irakiens à déserter embarqués. Les unités militaires qui voudraient déserter et agir avec honneur doivent écouter les radios des forces de la coalition afin d'obtenir les instructions qui leur permettront de prouver qu'ils ne veulent plus se battre. Dans sa déclaration ce soir, le secrétaire américain à la Défense a également prévenu « Tous les crimes de guerre perpétrés par les fidèles à Saddam seront très sévèrement punis ». Au même moment, les GIs entraient dans le sud de l'Irak par la frontière koweïtienne. Selon le Pentagone, ils auraient déjà pris la ville d'Umm Qasr. Bagdad dément, mais il est impossible de vérifier ou d'estimer l'avancée de l'US Army. La quasi-totalité des images qui nous parviennent du Golfe sont contrôlées par le Pentagone. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'en journée, comme le montrent ces images, la zone démilitarisée entre le Koweït et l'Irak était le théâtre d'importants mouvements de troupes et de blindés. Des échanges de tirs auraient rapidement opposé des soldats irakiens et koweïtiens. Vers la fin de l'après-midi, l'armée américaine a employé l'artillerie lourde contre les positions irakiennes massées de l'autre côté de la frontière. Un coup de canon qui lançait l'offensive terrestre. Écoutons à présent le témoignage de notre envoyé spécial, Marc-Antoine Valverde, à Koweït City, où une nouvelle alerte a retenti ce soir, annonçant l'imminence d'un danger. 6 missiles irakiens ont déjà touché le territoire koweïtien dans la journée. Ambiance sur place avec notre envoyé spécial que nous avons pu joindre par téléphone il y a quelques minutes. À Koweït City ce soir, on entend quand même les sirènes retentir, ça c'est évident, donc ce qui prouve que l'ambiance est quand même très tendue. Il n'y a pas de vent de panique dans la ville, ça c'est vrai, puisque nous on a fait le tour des abris et le tour des endroits où les gens doivent venir, et il n'y avait personne. Mais c'est vrai que dans Koweït City, la police arrête, il y a des barrages, on arrête tout le monde, et c'est vrai que c'est tendu dans Koweït City, c'est normal, puisque c'est la première journée de guerre qui a été déclenchée, et donc on est encore dans l'expectative à Koweït City, et les gens ne savent pas trop, même si on a le sentiment qu'ils ont l'impression d'avoir déjà un peu gagné la guerre. Ça c'est à Koweït City, j'ai l'impression que c'est ça quand même. Et dans les rues, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a de l'animation? Est-ce qu'il y a une vie normale? Ou est-ce que c'est une atmosphère quand même de guerre ou de... Bon, moi, à mon avis, aujourd'hui c'est jeudi, c'est le week-end ici dans les pays musulmans, demain c'est vendredi, donc ça sera pire. Donc c'est vrai que les rues étaient très calmes, mais habituellement elles le sont, d'après ce qu'on nous a dit. Mais c'est vrai que les gens évitent quand même un petit peu de sortir, peut-être un peu plus que d'habitude. Mais les Koweïtiens ne sortent pas beaucoup, de toute façon, donc c'est pas très révélateur. Je pense que Koweït City est une ville assez calme habituellement. Et là, il y avait encore pas beaucoup de monde dans les rues, mais c'est pas significatif. On peut pas dire qu'on n'a pas vu des gens qui se jetaient sur les magasins de masques à gaz ou non, ça, il y a pas ça. Et ce soir, George Bush s'est adressé à la nation après une journée sans déclaration officielle en provenance de Washington depuis le début de l'offensive très tôt ce matin. On écoute un extrait de l'intervention de George Bush. J'ai réuni mon cabinet pour examiner notre stratégie pour rendre le monde plus pacifique et notre pays plus sûr et pour rendre la vie de nos citoyens aussi bonne et prospère que possible. Nous avons entendu le secrétaire à la Défense, Rumsfeld, qui nous a informés sur les premières étapes de la guerre. Il n'y a pas de doute, les meilleurs de nos citoyens se trouvent dans les forces armées. Ils agissent avec beaucoup de talent et de bravoure. Nous les remercions. Nous remercions leurs proches. Nous apprécions leur sacrifice. Et puis nous avons appris ce soir que l'administration américaine du président George Bush va saisir tous les avoirs non diplomatiques du gouvernement irakien aux États-Unis. À mes côtés, Général François Clerc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien chef d'état-major de l'Eurocorps. Alors on l'a vu en début de ce journal, l'opération américano-britannique semble entrer dans une deuxième phase avec le début des opérations terrestres à la frontière entre l'Irak et le Koweït. On assiste donc à une véritable accélération des opérations.
C'est juste, je crois que là on entre dans le vif du sujet et dans les heures et dans les jours qui viennent, ça va monter en intensité, les opérations vont monter en intensité, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Vous imaginez comment la suite de ce scénario? Alors on peut tout imaginer. La première des questions qu'il faut se poser, est-ce que les Irakiens ont les moyens de se battre? Ont-ils le moral pour se battre? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas encore répondre. Je pense qu'ils sont déjà un peu usés. Ensuite, quelle tactique ont-ils choisi? De se battre à l'avant sans céder un pouce de terrain, c'est-à-dire faire une défense dans l'avant ou dans la profondeur. Apparemment, il semble que les Irakiens aient disposé de 4 zones militaires et divisé leur pays en 4 zones militaires, donc ils auraient peut-être plutôt l'intention de se battre dans la profondeur. Tout ça, ce sont des questions auxquelles on pourra répondre dans quelques heures. Normalement, vu le déséquilibre des forces en présence, ça pourrait aller assez vite, encore que, vous savez, une guerre, il faut la mener, c'est jamais gagné d'avance. Il peut y avoir des grains de sable, c'est le cas de le dire, des bancs de sable, par exemple, qui pourront perturber les opérations. Est-ce que les Irakiens emploieront des armes chimiques contre les forces de la coalition, ce qui poserait quand même un problème et ce qui les retarderait forcément? Et ça, c'est pas exclu, on ne sait pas très bien. Ont-ils encore des armes chimiques? Ont-ils les lanceurs qu'il faut? Tout ça, ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Et bien évidemment, en plus de la météo, et on peut aussi, il y a un problème de logistique. Vous savez, aller vite, c'est bien, mais faut-il encore que la logistique suive? Le déploiement des forces blindées mécanisées anglo-américains est tel, avec peu de routes dans cette région, c'est relativement resserré. Il faut quand même que la logistique puisse suivre, parce que tous ces chars, tous ces avions, tous ces hélicoptères consomment énormément d'essence, de munitions, et pour mener la guerre sur un bon rythme, mais il faut que la logistique suive, et ce ne sera pas un problème nécessairement facile à résoudre. Voilà toutes les questions qui se posent, mais c'est évident que la guerre va être gagnée par la coalition anglo-américaine, c'est évident. Gagnée, mais avec peut-être un risque quand même pour les États-Unis qui se sont imposés, un risque d'isolement, d'avoir passé outre les c'est sûr. À mon avis, actuellement, d'ailleurs on le voit bien, la réaction des opinions publiques dans le monde, les États-Unis me semblent isolés actuellement. Ils sont à la tête d'une coalition introuvable. Ils nous disent qu'ils ont une vingtaine ou 25 ou 30 pays, je ne sais plus 45 ce soir, mais c'est très bien qu'ils les soutiennent. Mais alors, quand on lit la liste, quand on prend la liste de ces pays, ce ne sont quand même pas des acteurs majeurs, hormis l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie. Les autres, ce ne sont pas des acteurs majeurs ni au plan politique ni au plan militaire dans le monde, il faut bien le dire. Ce sont plutôt des gens qui sont redevables aux États-Unis, qui en ont besoin. Alors et puis qui n'envoient pas de soldats sur le terrain. Nos amis espagnols soutiennent, mais il n'y a pas un soldat espagnol à ma connaissance dans le Golfe. Voilà. Alors, il faut voir. Alors, une dernière question politique, plus politique, qu'elle concerne l'Europe qui est divisée, éclatée. Comment vous envisagez-vous l'avenir? Hélas, c'est un mauvais coup pour l'Europe qui n'a pas su parler d'une seule voix, qui n'a pas de politique étrangère de sécurité commune, qui, une fois de plus, bafouille. Je suis très triste. Et l'Europe, ce soir, est éclatée. Les États-Unis sont isolés, l'Europe est éclatée, et les liens transatlantiques sont à reconstruire. C'est beaucoup de gâchis, tout ça. Il faudra reconstruire. On va le faire, certainement, mais on pourrait peut-être en faire l'économie. Je vous remercie, Général François Clerc. Revenons justement à l'Europe. Le sommet de Bruxelles s'est ouvert ce soir. L'ordre du jour a bien sûr été chamboulé par les derniers événements. La rencontre des 15 dirigeants de l'Union européenne a démarré au moment même où la deuxième salve de missiles s'abattait sur Bagdad. Ce soir, les 15, toujours très divisés, ont réaffirmé le rôle fondamental de l'ONU dans les relations internationales et promis l'aide humanitaire de l'Union européenne. Une déclaration qui n'efface pas les profondes divergences entre les Européens. Reportage à Bruxelles, Anne-Claire Coudray. Les visages sont plutôt graves et les sourires crispés. Tony Blair, Jacques Chirac, Gerhard Schröder, rassemblés pour un sommet initialement consacré à l'emploi. Les préoccupations sont évidemment ailleurs. L'Europe désunie par la guerre inquiète. Ici, on redoute aussi particulièrement les passes d'armes franco-britanniques. Ce matin encore, Jack Straw, le ministre anglais des Affaires étrangères, a une nouvelle fois rendu la France responsable de la crise. Ce soir, sa poignée de main furtive avec Jacques Chirac confirme le malaise. Et la leçon à tirer, c'est qu'on commence beaucoup trop tard à discuter
des problèmes au niveau international dans l'Union européenne, quand les stratégies sont déjà fixées. La deuxième leçon à tirer, c'est qu'il faut maintenant faire des pas concrets dans les mois et les années qui viennent en ce qui concerne la politique étrangère et la politique de défense. On a beaucoup à apprendre pour laisser nos divisions derrière nous et avancer ensemble. Chaque déclaration va donc être décortiquée, comme le laisse à penser le nombre imposant de journalistes présents dès cet après-midi. Beaucoup sont venus voir comment l'Europe se débat dans une crise que certains analysent déjà comme l'une des plus graves de son histoire. C'est là la seule question valable pour ce correspondant de CNN. C'est une grave opposition pour une Europe qui tente de forger une politique étrangère commune et dont le pari est de pouvoir faire face aux États-Unis sur ce plan. Mais l'union est pourtant le leitmotiv de ces premières heures, presque façon méthode Coué. Dès ce midi, Romano Prodi a donné le ton. Ce sont des positions communes sur l'Irak qui devront ressortir de ces 2 jours, des positions communes qui se limitent à l'aide humanitaire. L'Europe ne peut contribuer à la paix dans le monde que si ces nations se réunissent dans l'Union européenne. La Commission a déjà annoncé une aide de 21 millions d'euros pour les premières urgences en Irak. Ce soir, les 15 ont accouché d'une déclaration commune réaffirmant le rôle fondamental de l'ONU dans les relations internationales et appelant au respect de l'intégrité du territoire irakien. Ils ne pouvaient sans doute pas faire moins. Comment la communauté internationale a réagi au début de l'offensive sur l'Irak? Le président français s'est inquiété des conséquences sur l'avenir de cette guerre, quelle que soit sa durée. Pour le chancelier allemand, la mauvaise décision a été prise. La logique de la guerre l'a emporté. D'autres puissances, les alliés des Américains, la Grande-Bretagne, l'Espagne et la Pologne, ont apporté leur soutien à George Bush. Les principales réactions avec Andreas Jörger. Nous avons tenté d'empêcher la guerre, jusqu'à la dernière minute. Je suis persuadé qu'on aurait pu désarmer le dictateur par un autre moyen, en passant par les Nations Unies. Je suis touché de voir que ma position est partagée par la grande majorité des Allemands, par la majorité du Conseil de sécurité, par la majorité des peuples. Une mauvaise décision a été prise. La logique de la guerre l'a emporté sur les chances de la paix. Des milliers de personnes vont en souffrir terriblement. Quelle que soit la durée de ce conflit, il sera lourd de conséquences pour l'avenir. Mais la France, fidèle à ses principes, primauté du droit, équité, dialogue entre les peuples et respect des autres, continuera à agir pour que les crises qui ensanglantent ou menacent le monde trouvent des solutions justes et durables dans l'action collective, c'est-à-dire dans le cadre des Nations Unies, seul cadre légitime pour construire la paix en Irak comme ailleurs. À New York, Kofi Annan a demandé que les civils soient épargnés. Mes pensées vont aujourd'hui au peuple irakien qui subit une nouvelle fois la guerre. J'espère que toutes les parties impliquées dans le conflit respecteront à la lettre les conventions sur les réfugiés et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger la population civile contre les terribles conséquences de la guerre. La critique la plus dure est sans doute venue de Russie. L'intervention militaire contre l'Irak est injustifiée et c'est une grosse erreur politique. Vladimir Poutine a aussi demandé qu'on évite de saborder le système de la sécurité internationale. Il exige la fin de la guerre. Le début de cette guerre a poussé des centaines de milliers de personnes dans le monde à descendre dans les rues pour manifester leur opposition. En Asie, dans les pays arabes, en Australie, comme ici à Canberra, où les manifestants s'étaient rassemblés par milliers. Manifestations aussi en Europe, avec ici Bruxelles, où des étudiants et des pacifistes se sont réunis à proximité de l'ambassade américaine. En Allemagne, très forte mobilisation, plus de 250 000 personnes dans les rues des grandes villes, mais aussi autour des bases militaires américaines du territoire allemand.
Reportage à Berlin, où 70 000 personnes ont manifesté sur l'Alexanderplatz, dans le centre de la capitale. Véronique Barondo. Des coups de tambour comme un dernier coup de semonce pour rappeler que même s'il y a la guerre, la mobilisation continue. Il faut d'abord terminer cette guerre au plus vite et ensuite empêcher qu'elle s'étende à d'autres pays comme l'Iran, la Libye et Cuba. C'est un danger pour le monde entier. La peur d'un conflit plus généralisé est présente, surtout au sein d'une population qui a vécu dans sa propre chair le traumatisme de la guerre. Dans tous les cas, il faut montrer aux Américains et aux Anglais qu'ils sont seuls. C'est important de manifester ici en Allemagne, car nous avons l'expérience de guerre. Les manifestants exigent maintenant de leur gouvernement qu'il tienne ses engagements. Nous voulons que notre gouvernement, qui jusqu'ici a dit non, que ce gouvernement marque aussi ses paroles par des actes. Nous voulons qu'il interdise que les bases américaines qui sont sur le territoire allemand servent par exemple de base arrière pour cette guerre. Ces questions sont déjà à l'ordre du jour. En France, forte mobilisation également avec un grand rassemblement en début de soirée. Place de la Concorde à Paris. 80 000 personnes se sont massées dans ce lieu qui se trouve à quelques mètres de l'ambassade des États-Unis. Et puis au Zénith, un concert rock contre la guerre s'est déroulé ce soir. La salle était pleine. 6 000 personnes sont venues exprimer ainsi en musique leur opposition à la guerre. L'événement était prévu de longue date. Reportage Pierre-Olivier François, Éric Bergeron. Qu'est-ce qui vous choque particulièrement dans cette intervention? Le fait que cette intervention soit illégale, illégitime et qu'elle ait été décidée contre l'accord des opinions publiques nationales et contre la communauté internationale. Joshua est à moitié américain, mais comme la majorité des jeunes venus ce soir pour ce concert de la paix au Zénith, c'est l'action unilatérale du président Bush qu'il est venu dénoncer. Un peu tard, certes, pour empêcher la guerre, mais espère ces jeunes, pas pour faire pression. Le fait de savoir qu'on sera là à écouter de la musique et à danser alors qu'en Irak, des enfants mourront et se prendront des bombes, c'est un peu, on est un peu mal à l'aise, quoi. Mais bon, c'est une manière de montrer ce qu'on pense et de montrer qu'on est là et qu'on est prêt à se bouger. Tout à l'heure, on a vu un gars qui est venu gueuler pour dire oh, vous avez pas honte de manger des McDo, c'est clair. T'as raison. Nous sommes venus ici pour revendiquer cette paix sans laquelle le monde ne saurait parler de liberté, de démocratie et de justice. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a aujourd'hui, plus qu'il y a 10 ans, une réelle prise de conscience de certaines exactions politiques de la part des plus jeunes. Ouais. Ça fait plutôt plaisir, c'est rassurant. Saddam Hussein est un abominable personnage, c'est clair. Le régime qu'il a instauré est un régime meurtrier, assassin. Il a commis des choses horribles. Mais Bush, en décidant de lui qui est la plus grande puissance du monde et qui devrait donner l'exemple, déchire le droit international. J'ai failli ne pas réveiller mes enfants pour pas qu'ils aillent à l'école. Et je me suis dit, ben non, la vie continue ici, on a de la chance, qu'il se passe rien, tout ce qu'on peut faire, c'est faire des trucs comme aujourd'hui, c'est tout. C'est dire non. Ça a l'air nul, mais faut le dire quand même, quoi. Voilà, quoi. Martin Luther King, apôtre américain de la non-violence, a été abondamment cité ce soir. Des groupes comme Sergent Garcia, Miosek et Katonoma se relayeront toute la nuit à son chevet. Revenons à une réaction politique après le début de cette guerre, celle du Premier ministre britannique Tony Blair. Il a confirmé officiellement le début des opérations terrestres contre l'Irak. On l'écoute. Ce nouveau monde fait face à des nouvelles menaces. Le désordre, le chaos produit par des États brutaux comme l'Irak, des États possédant des armes de destruction massive ou par des groupes terroristes extrémistes. Ils haïssent notre mode de vie, notre liberté, notre démocratie. Ma crainte très profonde, basée sur des renseignements fiables, est que ces menaces s'unissent pour amener l'horreur dans notre pays et notre monde.
Avant de nous quitter, je vous rappelle les dernières informations de la soirée. L'intensification de l'opération militaire en Irak avec une nouvelle vague de bombardements en début de soirée sur Bagdad. Les bombes se sont abattues sur des quartiers proches de l'un des palais présidentiels. Un bâtiment au moins est en feu. La DCA irakienne a riposté. Et ce soir, il y a environ 2 heures, les sirènes d'alerte ont à nouveau retenti dans la capitale irakienne. Puis dans le sud du pays, c'est désormais officiel, l'opération terrestre a démarré. Les forces américaines sont entrées en Irak par le sud. Et selon une agence de presse du Koweït, une ville irakienne serait déjà passée sous contrôle américain. Une information démentie par les autorités irakiennes. L'opération, baptisée Liberté de l'Irak, s'est donc accélérée dans la soirée. Avec toute la rédaction d'Arte Info, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle fin de soirée sur Arte. Prochaine édition du journal demain à partir de 19h. À bientôt. Mardi. La guerre anéantie. Les questions restent en suspens. Que va-t-il se passer? Qu'adviendra-t-il de l'Irak après Saddam? Et des Kurdes et des minorités? Quel avenir pour le Moyen-Orient? De quoi je me mêle entre dans le vif des questions. Mardi, à 20h40. Mercredi. Aux États-Unis, le religieux et le politique ont toujours été étroitement liés. Les valeurs morales influencent les citoyens dans leurs choix politiques et inversement, les politiques comptent sur le religieux pour asseoir leur crédit. Pour décrypter, à la lumière de l'actualité, les ressorts de cette alliance, Dieu protège l'Amérique, mercredi à 20h45. Comment s'était déclenchée la première guerre du Golfe? Retour en 1990 sur les tenants et les aboutissants de la crise tout de suite. Arte.